Allez hop! Avec Societal Angels, mettons les pieds dans le plat avec celles et ceux qui changent notre manière de cultiver et de manger. Place au nouvel épisode. Alors aujourd'hui, dans Les Pieds dans le plat, le podcast de Societal Angels, on reçoit l'un des lauréats de Copalim, donc notre dernier appel à projet de Societal Angels pour 2024-2025 pour de nouvelles coopérations et solidarités alimentaires. Et donc Thomas Basile représente l'un de ces lauréats à travers une association qui s'appelle l'ADR. On rentre directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que l'association et votre activité? Oui, moi je suis administrateur de l'ADR, qui est l'association départementale pour le développement de l'emploi agricole et rural de l'Isère. Les ADR sont des associations départementales qui existent dans quasiment presque tous les départements français, organisées donc en associations départementales, les ADR, qui sont organisées en fédérations régionales, les ARDR, et une fédération nationale, la FADR. Donc ce sont des associations qui sont statutairement liées à la Confédération paysanne, un syndicat agricole. La Confédération paysanne, est-ce que tu peux nous rappeler son positionnement dans la géographie, on va dire, syndicale agricole? Je préfère pas parler de positionnement politique, mais plutôt appuyer sur des intérêts plutôt philosophiques qui nous tiennent d'accord au sein de ce réseau-là, qui sont tournés autour de l'autonomie euh, des fermes. Je peux rentrer dans le détail dès maintenant. Euh, En fait, les messages portés dans le réseau Confadéar sont plutôt orientés vers un renforcement de l'autonomie des fermes, à rendre les campagnes plus vivantes, avec plus de monde qui participe à la production de nourriture et faire de l'agriculture, du métier d'agriculteur, d'agricultrice, un métier qui soit tourné vers la production d'alimentation et qui soit pas tourné vers la production de Exportation. pas seulement, mais de produits financiers, en fait. On peut produire pour nourrir ici et ailleurs, mais de la nourriture, en tout cas, et on préfère que ce soit de la nourriture qui soit consommée le plus localement possible. Euh, C'est pas trop un problème d'exportation qu'une financiarisation de l'agriculture. Nous, on porte le message clair que l'agriculture doit être à destination de l'alimentation et pas de la spéculation financière, pour en faire ça. Il y a une notion de qualité de l'agriculture. On parle du bio, mais il peut y avoir d'autres labels. Ou est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur un cahier des charges, ou en tout cas, qu'est-ce qui vous rassemble à ce niveau-là? Oui, en fait, il y a une charte de l'agriculture paysanne qui est en ce moment même en train d'être refondée, réécrite, remise à jour, mais qui est multifactorielle et qui n'est pas centrée sur des caractéristiques organoleptiques, c'est-à-dire la qualité en Le termes goût? de nutriments des produits, mais qui est beaucoup plus large, qui prend en considération les impacts sociaux et environnementaux des pratiques agricoles et en fait qui va prendre en compte l'implication par exemple du paysan au sein de sa commune, s'il participe à créer des événements, à faire de l'accueil sur sa ferme, il participe à redynamiser le village, à faire en sorte que les écoles et les services publics fonctionnent et soient de qualité. D'accord, c'est un C'est très agriculteur vaste, hein. oui, très Très citoyen finalement. impliqué dans son territoire. Le but, c'est d'avoir des campagnes vivantes. Euh, on a On a une déperdition du nombre de gens dont le métier est dévoué à la production de nourriture sur le territoire national. On est passé sous la barre il y a quelques années des 400 000 exploitants agricoles pour plus de 70 millions d'habitants. Et la pente diminue encore et encore, et les politiques publiques encore à l'œuvre aujourd'hui participent à cette diminution. Il y a des acteurs, des sociologues, des anthropologues qui parlent d'un ethnocide paysan pour décrire ce qui s'est passé euh, au cours des 50 dernières années, même un peu plus en fait, depuis l'après-guerre.
J'ai oublié le sens de ta question Non, mais attends. initialement. Mais En fait, c'était vraiment sur le sens de de l'agriculture que vous défendez, donc qui est une agriculture qui est très ancrée sur son territoire, mais qui est très citoyenne dans la société en général. Donc, je pense que tu as bien répondu là-dessus. oui, Et en voilà, fait, c'est pas juste ciblé sur un label en particulier. ouais, On a d'accord. effectivement des incohérences avec le bio, mais on n'en fait pas un alpha et un oméga non plus. On va pas dire à un paysan qui est hyper bien impliqué sur son territoire et qui rend la campagne vivante que c'est pas bien s'il fait pas du bio. Voilà. On n'est pas attaché à un label particulièrement, même s'il y a effectivement des incohérences très fortes avec le label d'agriculture biologique, bien sûr. Entendu. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur l'ADR en tant que tel et sur le projet lauréat en fait que vous nous avez proposé? Voilà, alors j'étais en train de t'expliquer que l'ADR, il y a deux grands volets. Un volet installation et transmission, c'est-à-dire que l'association a investi, c'est un des deux cœurs de l'activité, dans le fait de promouvoir l'installation de nouveaux porteurs de projets, de paysannes, de paysans en nombre sur le territoire, donc isérois en ce qui nous concerne. Et donc, on va essayer de proposer des contenus de formation à ces porteurs et porteuses de projets, et en parallèle d'accompagner des cédants, des agriculteurs, agricultrices en place qui sont au bord de la retraite ou qui aimeraient bien partir à la retraite mais qui ne trouvent pas de repreneur. On essaie de faire coïncider ces deux mondes-là. Je vais y revenir, mais pour nommer assez rapidement le deuxième volet, on nomme ce volet agriculture paysanne. C'est proposer aux porteurs de projets et surtout aux paysannes et paysans déjà installés des contenus de formation pour renforcer l'autonomie à la ferme et, euh, et, et la durabilité des pratiques. Nous, il nous semblait ultra important d'appuyer le fait que la coopération aura un impact majeur dans les transmissions de fermes à venir. On le voit, on le voit dans les tentatives de transmission. Euh, les fermes, en fait, les agriculteurs et agricultrices qui sont sur le bord de la retraite ont pas, sur le point de prendre leur retraite, vont pas avoir des super retraites parce que le, le monde agricole cotise peu à un régime de retraite qui est pas très bien valorisé une fois qu'on bénéficie de ces prestations retraite. Et le gros de la retraite, c'est issu de la capitalisation de l'outil de travail qu'on va revendre et donc, ça nous fait un pactole de sortie qui permet de tenir pour le reste de sa vie de paysan après avoir cédé sa ferme. Et donc, en fait, c'est des fermes qui, très rapidement, avec les équipements, coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros et régulièrement plutôt de l'ordre du million d'euros. Ce qui est très compliqué pour des porteurs de projets ben, jeunes qui n'ont pas forcément ces moyens-là à poser sur la table directement. Et je reboucle avec la notion d'autonomie, c'est-à-dire que voilà, c'est un point central dans le réseau Confadéar, cette notion d'autonomie qui est à comprendre pas au sens de l'autarcie, essayer de se débrouiller tout seul dans son coin et être un super-héros en faisant tout seul. Mais l'autonomie, c'est à comprendre comme une forme de la liberté, de la manière suivante, c'est choisir ses dépendances. Et donc, quand on veut s'installer en reprenant une ferme, on peut faire le choix de dépendre d'une banque auprès de qui on va s'endetter pour de très très nombreuses années. Et si on a le moindre pépin dans la production, en fait, on se retrouve immédiatement le couteau sous la gorge, avec aussi, du coup, à partir de ce moment-là, on met très facilement le doigt dans un process industriel où on ne maîtrise plus grand-chose, on est très dépendant des fournisseurs d'intrants, que ce soit du matériel ou des intrants en général, des semences ou des produits. On vous impose en fait, Euh, pour s'en sortir, on impose un modèle du coup. on impose un modèle qui est celui de l'agro-industrie, en fait, Mhm. qui est promu par justement le syndicat qui est majoritaire, n'est pas la Confédération paysanne. Et qui est un petit peu en déclin en ce moment, mais pas tant que ça. Tout ça pour dire qu'on peut aussi, on peut choisir ses dépendances, c'est ça que je voulais dire. Et au lieu de dépendre du système agro-industriel, des banques, des fournisseurs d'intrants ou à l'amont, mais aussi à l'aval de la grande distribution, eh ben, on peut aussi choisir hum, de faire dépendre, on peut choisir ses dépendances d'une autre manière
en le basant sur la coopération à plusieurs. Donc, au lieu de reprendre une grosse ferme tout seul et s'endetter, et de mettre la main dans un système qui nous aliène d'une certaine manière, on peut choisir de coopérer avec, donc par exemple, s'installer à plusieurs et reprendre, par exemple, ce qui se fait. Le cas classique, c'est une grosse ferme avec un gros cheptel et des bâtiments, mais juste de l'élevage. Et ben, cette ferme pourrait être reprenable, mais à plusieurs, en multipliant les ateliers. Donc, conserver une partie d'élevage, mais en la réduisant, et en faisant une partie grande culture, pourquoi pas de la boulangerie, de la transformation, du maraîchage, de l'arboriculture. Voilà, multiplier les ateliers au sein de la ferme qui fait que là où une ferme avec, mettons, 100 hectares, elle permettait de dégager du revenu pour une personne, avec cette multiplicité et cette coopération, elle permet d'installer 5, 6 personnes sur le même foncier. Et par là, en fait, c'est vraiment un projet de société qu'on défend parce que cette manière très concrète de reprendre les fermes collectivement, c'est un exemple parmi d'autres. On accompagne d'autres choses également. Mais cette modalité permet une super bonne piste pour repeupler les campagnes qui ont été désertées et refaire en sorte que on puisse recréer une société paysanne. On parle de ça, on parle d'1 million de paysans qu'il faudrait pour nourrir convenablement le pays. 1 million, ça me paraît bien un minimum, mais on pourrait tabler sur 10 millions, c'est pas déconnant non plus. Et Il y a un peu plus d'un siècle, c'était 90% de la population qui oui. participait à la production de nourriture. Ouais. Aujourd'hui, cet objectif avec un système tel que vous développez à l'ADR, sur le foncier en particulier, mais sur cette vision, c'est un objectif qui est atteignable. Euh, Comment ça se passe d'ailleurs? Vous êtes plutôt un syndicat ou des associations dont les effectifs croissent ou non? Atteignable, en tout cas, il y a pas le choix. C'est-à-dire que cette question, elle se pose dès aujourd'hui. Et le renouvellement de la population des actifs dans le milieu de la production de la nourriture en France, elle est posée. Aujourd'hui, euh, effectivement, on n'a pas des grandes forces. Elles sont pas sur le déclin. Et en fait, la proportion de jeunes candidats à l'installation paysanne sont majoritairement des personnes qui sont pas issues du monde agricole et donc qui ont certains idéaux qui peuvent coïncider avec le message politique, philosophique qu'on porte au sein de notre réseau. Mais ces aspirations sont pas forcément reçues telles quelles par les institutions qui sont en charge, tant qu'elles sont dominées par ce syndicat majoritaire, les banques et les fournisseurs amont et aval aussi. Tu Donc, considères donc pas on est très le... majoritaire très minoritaire pour répondre à ta question précisément. Par contre, en fait, euh, la question du renouvellement de la production agricole, elle est là. Nous, on porte des solutions qui nous semblent viables à terme. C'est pas la dynamique en ce moment politique qui est décidée à l'échelle nationale et européenne, mondiale. Enfin, à l'échelle nationale, on s'organise vers une décrue encore plus. On continue c'est planifié, quoi. On continue encore la décrue du nombre d'actifs avec trois mots d'ordre, quoi. C'est l'agriculture 2.0 avec robotique, génétique, numérique. Donc nous, on défend pas ça, mais pour l'instant, on n'est pas dans le petit papier du pouvoir. Donc, on fait ce qu'on peut. On n'est pas non plus dans une position où on essaie d'arrêter la mer avec nos bras. C'est-à-dire que les actions qu'on porte fait la preuve de leur efficacité. On les porte par contre, là où je voulais alerter, c'est qu'on les porte à une échelle qui est bien trop petite pour euh, être à la hauteur des enjeux qui sont devant nous à l'heure actuelle. Donc, c'est ce qu'il faut faire. On sait le faire. On est On est encore trop petit pour seul être à la mesure des enjeux. On a besoin, mais c'est un sujet de société. Alors, si on revient au projet lui-même, en lui-même, Oui. donc il est dans le droit fil de cette philosophie de toute manière. Voilà, exactement. Et donc, je peux t'en parler un petit peu plus dans le détail, mais donc on a des accompagnements, des formations
Donc cet appel à projet va financer des types de formations qu'on organisait déjà, mais qui prennent de l'ampleur, qui sont plus nombreuses et plus orientées sur le volet collectif, justement, l'installation collective. Donc, on a des journées de formation qui s'appellent Demain, on s'associe, où le but, c'est de présenter à différents porteurs de projets qui nous contactent, faire des temps de formation collective sur l'implication que ça a en termes de statut juridique, euh, mais aussi d'accompagnement en termes d'humain, ce que je veux dire. C'est-à-dire que s'associer, s'installer en collectif, ça se fait pas sur un claquement de doigts parce que l'humain, ça apporte de la variabilité de manière assez forte. Et c'est clair qu'en choisissant ces dépendances, si on se détache de l'illusion de la toute-puissance que nous permet le système agro-industriel, force est de constater qu'on est obligé de nouer des liens, obligé d'une bonne manière, mais de nouer des liens avec d'autres personnes et il faut savoir prendre des décisions à plusieurs, par exemple, s'entendre sur des objectifs en commun. Et tout ça, ça tombe pas du ciel, en fait. Coopérer, ça s'apprend. C'est des formateurs spécifiques ou est-ce que vous finalement, Alors, vous-même les formateurs? moi, je suis pas, moi, du coup, moi, je suis porteur de projet, et c'est à ce titre-là que je suis administrateur de l'ADR, je l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire dès le départ, qui est administré par des paysans et des porteurs de projets. Mais du coup, notre association iséroise a 5 salariés, dont 3 sur ce volet installation et transmission. Donc, on a des compétences en interne pour travailler sur ces sujets. On accompagne des collectivités territoriales dans leur réflexion sur les actions à mener en lien avec l'agriculture et l'alimentation sur leur territoire. Mais on peut très bien faire appel aussi à des partenaires extérieurs. En fait, on est au sein d'un réseau qui s'appelle le réseau Impact. Et donc, par exemple, sur une question de comptabilité ou de statut, on fait appel à une association qui s'appelle l'AFOG. Euh, voilà, enfin, on est organisé en réseau régional et puis on appartient à différents réseaux qui nous permettent d'aller chercher les compétences spécifiques quand on a des besoins hors de nos compétences en propre. Voilà. Et donc, pour compléter un petit peu sur ces différentes actions, et ben, on a des accompagnements de collectifs de porteurs de projets qui se montent, qui sont en cours de création, des fermes qui sont reprises à plusieurs, donc qui sont accompagnées en ce moment même. On a Tu peux mené nous citer une ou deux fermes localement? Oui, ben, il y a la ferme du Mai, là, à Vouvray, c'est vers Moiran, Voiron, pour situer un petit peu au sein du département de l'Isère, qui a été reprise, justement, le propriétaire est décédé, mais ça a été repris, et la personne qui a repris souhaite de faire de cette ferme une ferme collective, alors pas au sens ferme. Il y a aussi ça comme méconnaissance, pas au sens stalinien du terme. C'est pas, quand on parle de ferme collective, c'est pas un cause ou un sauf cause, mais c'est dans la même manière, ce que j'expliquais tout à l'heure, créer différents ateliers. Donc cette ferme-là, qui était une ferme arboricole, euh, euh, se diversifie avec du maraîchage. On va faire pâturer des bêtes sous ces arbres quand ils sont assez grands, etc. Et donc, on les accompagne dans les statuts. Il y a la volonté de passer en société coopérative d'intérêt collectif, par exemple, le format coopératif, qui est un format juridique bien particulier et encore assez peu utilisé dans le monde agricole. Et donc, voilà, on fait ce travail-là d'accompagnement très concret. Et puis, il y a aussi, en fait, tout un... Bon, je détaille pas, ça va être un peu long de détailler tous les volets bien précis, mais dans notre démarche d'accompagnement à l'installation, mais aussi au transfert de bonnes pratiques, si on peut dire, il y a une grosse partie de nos actions qui sont opérées sous la forme collective, c'est-à-dire qu'on fait des temps de formation, on se rencontre à plusieurs qui se posent les mêmes types de questions. Par exemple, je veux m'installer, quel sera le type de statut approprié pour mon projet en agriculture? Eh bien, en faisant se rencontrer des porteurs de projets ou des paysans, paysannes déjà installés qui se posent les mêmes questions techniques, on participe à faire réseau. Et donc, au sein de notre territoire,
je pense qu'on est un des acteurs qui fait qu'il y a de la coopération qui se crée via notre mise en réseau. Et c'est quelque chose de complètement informel. À chaque fois, le but est autre. Par exemple, euh, comment se débrouiller pour améliorer euh, la gestion de notre troupeau avec l'utilisation d'un chien. Et ben, comment gérer le dressage. Par exemple, il y a des éleveurs qui se posent cette question. On fait en sorte ils se rencontrent ensemble et ils traitent la question avec un formateur canin, par exemple. Et donc, ces personnes-là vont discuter d'autres choses, sur leur mode de commercialisation. Ah bah oui, moi, je passe comme ça et ça marche bien parce que tel ou tel réseau, telle ou telle raison. Et en fait, implicitement, de manière informelle, on crée de la coopération via ces rencontres collectives qui sont égrenées vraiment au fil de l'année. C'est le cœur de notre activité au sein de l'ADR. Voilà. Et donc, ça, je trouve ça amusant et intéressant parce que euh, on rend un service euh, social quoi, à l'échelle du département, mais il est assez invisible. En tout cas, on fait pas de rendu sur telle coopération est née de telle ou telle rencontre il y a 3 ans. D'accord, donc ça c'était l'ensemble des volets. Donc on va dire il y a de la formation, il y a de l'accompagnement, il y a de la mise en réseau, le développement finalement d'un Oui, c'est ça. maillage sur le territoire. Cette manière de fonctionner, tu arrives à le faire assez facilement? Est-ce qu'il y a des obstacles à lever? Est-ce que, il y a des secteurs où ça va plus vite? Euh, ou est-ce que finalement bah, continuez à travailler de manière, on va dire, régulière sur tous ces aspects? On arrive à travailler, on sent qu'il y a en fait il y a une prise de conscience là. C'est quand même ces dernières années de la population en général, à propos des sujets qu'on traite, quoi. Euh, Notamment la nécessité de renouveler les actifs dans le monde agricole et améliorer les pratiques pour plus de durabilité. On voit très bien que le système industriel, il n'est pas durable d'un point de vue environnemental, mais aussi social. Et donc, ces contre-propositions qu'on formule, et pas que nous à l'ADR, mais au sein de tout ce réseau, on sent qu'elles font écho à beaucoup de gens, et particulièrement ces derniers temps au sein des collectivités locales qui, euh, qui s'intéressent de plus en plus à ces questions parce que ben, certainement elles sont questionnées par les concitoyens, quoi. Les élus sont concernés par ces questions en tant que personnes humaines, mais aussi peut-être parce qu'elles sont sollicitées par leurs électeurs, électrices, je ne sais pas. Aménageur, en tant qu'aménageur de l'espace, finalement. Oui, c'est ça. Un des Effectivement, buts. quand on va bétonner telle ou telle dernière terre agricole de la vallée du Grésivaudan, ben, en fait, se pose la question en contrepartie de qu'est-ce qu'on va produire euh, une fois que... Parce que là, notre approvisionnement alimentaire dans l'agglomération grenobloise, par exemple, est énormément dépendante du pétrole et on n'a pas du tout les moyens de produire à hauteur de ce qu'on consomme en termes d'agriculture sur le territoire. Donc à chaque fois qu'on fait de l'aménagement territorial, cette question se pose, quoi. Nous, on trouve que de plus en plus, les collectivités territoriales sont super réceptives et concernées par ces enjeux et on a en face de nous des personnes vraiment pleines de bonne volonté qui ont compris les enjeux. Après, on a quand même ça, c'est vraiment le côté positif, quoi. Même du point de vue institutionnel, ça bouge et on sent qu'on peut avoir des soutiens. En tout cas, on les a. Les collectivités territoriales sont nos partenaires privilégiés qui sont la grosse partie, pour grosse partie, financeurs de nos associations. Toujours est-il que de l'autre côté, les pouvoirs publics financent quand même des institutions gouvernées, dont la gouvernance est dominée par les tenants du modèle agro-industriel. Nos réseaux sont financés euh, par les collectivités qui ont compris l'intérêt de ce que nous faisons. Mais de l'autre côté, ça c'est d'une main, mais de l'autre main, en fait, les pouvoirs publics donnent énormément plus
d'argent, de moyens, de compétences à, à des acteurs qui renforcent le système industriel. Est-ce qu'il n'y a pas... alors oui, effectivement, parce qu'il y a quand même nécessité de nourrir une population grandissante, donc on va souvent opposer aussi cette question de voilà, il faut produire beaucoup pour nourrir beaucoup de monde. Non, ça c'est attention à ça déjà. Parce que on peut produire pour tout le monde. Il faut être nombreux à produire pour ça. Voilà. Oui. Le choix qui est fait actuellement, c'est de produire pour tout le monde avec le moins de monde qui produit possible, pour que l'alimentation coûte le moins cher possible. Voilà le choix qui est fait actuellement. Mais c'est pas la question, c'est pas une question de est-ce qu'on va arriver à nourrir tout le monde. On sait le faire avec des pratiques durables. On sait le faire. Par contre, ça va demander beaucoup plus de main-d'œuvre et il faudra beaucoup plus de monde dans les champs. Alors c'est justement la question que je voulais te poser, c'est qu'en fait, un modèle vertueux, comme vous le défendez quand même, parce que du coup, effectivement, socialement, on va dire environnementalement parlant, et en termes de qualité, j'imagine, alimentaire, il est quand même souhaitable. En tout cas, il faudrait tendre vers ça. De toute Euh, façon, on n'a pas le choix. Les ressources vont s'amenuire et oui, mais comment, on comment, va comment vers un système plus sobre en fait. il y a un problème de Ouais. formation ou il y a un problème de recrutement? Parce que la question, c'est si on veut retrouver des effectifs dans le monde paysan, bah, justement, de personnes impliquées et qui adhéreraient justement à un territoire, à un collectif. Comment on fait pour lever les troupes? Des troupes motivées, on en a. Et le problème, enfin, la question qui se pose à nous, c'est de pas les envoyer au casse-pipe non plus dans un monde où le prix de l'alimentation est extrêmement bas. Donc, je vais pas faire le détail. J'ai parlé un peu des processus industriels qui permettent de maintenir les prix très très bas. Mais on a aussi tous les mécanismes de libre-échange qui font la concurrence déloyale aux produits de qualité qui pourraient être sociaux, de qualité, j'entends qualité environnementale et sociale également. Euh, et donc forcément, tous les porteurs de projets aspirent à produire une nourriture saine de qualité, la- si on les, s'ils partent s'installer et que, pour faire simple, leurs pratiques font que pour se rémunérer correctement, le kilo de carottes vaut 10 euros et pas 1 euro, et ben en fait on les envoie dans le mur, ces personnes. Donc on fait ce qu'on peut pour former. En fait, il y a un principe de concordance avec les réalités économiques qui sont à l'heure actuelle défavorables à une alimentation de qualité, à une société paysanne. Donc, il faut conjuguer avec ça. Et c'est pas facile. Donc, et c'est pas pour autant qu'on va baisser les bras, parce que en fait, à partir de là, on peut se dire, bon, bah, on va laisser l'agro-industrie nous nourrir, et puis tant pis. Et puis, on pourra avoir 200 000 agriculteurs dans 20 ans qui nourriront l'ensemble de la population, et ce sera génial. Non, ce sera pas génial et c'est pas durable. Donc, il n'y a pas le choix. On est dans un moment d'intervalle un peu particulier où il faut concerner le plus de monde possible sans leur promettre que ça va être que s'ils s'installent face à, par exemple, s'ils produisent des carottes et qu'ils essaient de les vendre alors qu'il y a des carottes qui viennent de Pologne 10 fois- avec un prix 10 fois inférieur à celui qui leur permettrait de vivre dignement, ben, c'est compliqué. Donc, on s'insère dans des enjeux qui nous dépassent et c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Voilà. Donc, il y a un travail de formation à faire qui qui est d'autant plus pertinent qui portera ses fruits à l'avenir, en fait, quand le contexte national ou à échelle plus large sera plus favorable. Moi, je souhaite que ce soit le plus tôt possible, mais on ne peut pas préjuger de ça. On n'en est pas maître, en tout cas. Quel est le premier levier qu'on devrait engager pour renverser en fait la logique qui fait que généralement, bah, sans jugement de valeur, il y a l'alimentation, on va dire, moins qualitative et pas chère, et la plus qualitative et plus chère. Comment on pourrait faire du qualitatif pas cher et du Non, moins on peut bon pas cher? faire. On peut pas faire du qualitatif pas cher. Je suis catégorique, en fait. Euh, Si tu fais du pas cher, tu vas rogner sur quelque chose. Donc, ce sera peut-être des gens qui seront moins bien payés ou qui auront pas de statut social, qui vont pas cotiser, par exemple, à la retraite, qui seront pas couverts en cas d'accident du travail.
Voilà, ça existe, hein. Enfin, c'est des pratiques qui existent, mais c'est pas souhaitable. Ou si on défend un droit du travail correct, et ben, si on a une alimentation pas chère, ce sera au détriment de la qualité organoleptique cette fois. Ben, peut-être que ce sera des produits uniformisés ou des variétés très productives, mais avec une qualité organoleptique moindre, c'est-à-dire ben, moins de vitamines. Donc, je sais pas si c'est vrai, mais on entend souvent parler du fait qu'une pomme, pour avoir autant de nutriments en mangeant une pomme aujourd'hui, une pomme d'il y a 50 ans, il faut en manger 50 de celle d'aujourd'hui. Thomas, on arrive à Ouais. la fin de notre entretien. Alors, la question de la baguette magique, donc je la pose souvent, c'est voilà, tu as des pleins pouvoirs, tu as une baguette magique, tu agis sur quoi en priorité? Je crois que j'agirais sur la volonté de toute puissance qui réside peut-être en chacun de nous et qu'il faut peut-être faire taire ou au moins diminuer. Je reviens à cette notion d'autonomie, à entendre, enfin, le degré suprême de la liberté, c'est choisir ses dépendances, en fait. Se faire croire qu'on peut tout faire tout seul comme un super-héros, c'est jamais vrai. Participer à ce système peut nous donner l'illusion de la toute-puissance. C'est-à-dire que on a des fermes aujourd'hui où il y a des agriculteurs qui peuvent peut-être être super fiers d'avoir des centaines d'hectares et puis des cheptels énormes et de les gérer tout seul. Et c'était inconcevable euh, de gérer comme ça, juste du point de vue de leurs parents ou de leurs grands-parents. C'était pas gérable. Et eux, ils y arrivent. Et la technique leur permet de, de croire qu'ils sont tout-puissants. Mais cette toute-puissance, c'est une illusion. Et en réalité, ils sont bien dépendants d'acteurs qui les dominent en fin de compte. Merci Thomas, on terminera sur oui, sur cette belle phrase. Le degré suprême de la liberté, c'est choisir ses dépendances. Ça fait une belle conclusion.